bien, je continue comme ça, j'essaie de parler fort. Effectivement, je vais vous parler de gestion de la ressource en eau. Alors, c'est un très vaste sujet. Je vais vous expliquer un petit peu où je travaille, vous donner quelques éléments. En fait, j'ai construit la présentation avec quelques éléments très généraux. Après, on va parler un peu besoin en eau de manière générale aussi. On parlera de l'avenir, de prospective, de changement climatique. Et puis, j'essaie d'illustrer à la fin de la présentation mon propos par un exemple sur un territoire en particulier sur le bassin de la Doue, sur lequel on a travaillé sur ces questions besoin en eau, disponibilité de la ressource et quelles actions pour pouvoir s'adapter face au changement climatique. Alors évidemment, c'est un tout petit morceau de ce que peut être la gestion de l'eau, qui est un sujet très vaste, mais on peut tout à fait digresser. Et si vous avez des questions et que vous voulez parler d'autre chose, n'hésitez pas. Donc interrompez-moi pendant toute la durée de ma présentation si vous avez des questions, si c'est pas clair, c'est ok. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors vous êtes en BTS deuxième année, vous êtes GPL. Ok. Et vous savez, est-ce que certains d'entre vous savent déjà ce qu'ils ont envie de faire ensuite comme métier? Ouais. Tu veux faire quoi? Tu as pas dit oui? Si c'est le technicien rivière. Technicien rivière? Il y en a plusieurs, je pense, qui peuvent lever la main. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui savent ce qu'ils veulent faire? Pour avoir une idée, savoir qui je suis. Bon, il y en a quand même qui savent, soyez pas timides. Vous pouvez parler, Oui. Vous voulez faire quoi? Tu vas lever la main. Oui, toi. Arboriste et lagueur. D'accord. Ok. Ensuite, Animatrice nature. ok. Potagiste. Ok. Reporter animalier. Ah oui, d'accord. Donc photo plutôt alors. Reportage. Ok. D'accord. Il y en a, j'imagine, qui ne savent pas trop. Et vous savez vers quoi vous allez l'année prochaine? Vous continuez BTS, c'est 2 ans, c'est ça? Vous continuez en licence, vous arrêtez? Ouais, pour beaucoup de licences. Il y en a combien là qui veulent continuer en licence? Vous pouvez lever la main. Licence pro, en tout cas, continuez. Ok. Bon. Ça marche. Vous avez peut-être déjà un peu entendu parler de questions de gestion de l'eau, ressources en eau dans votre formation. Alors peut-être qu'il y a des choses qui seront redondantes, moi je ne sais pas de ce que vous avez déjà vu. C'est jamais inutile de le répéter. Et puis, mais s'il y a des moments où vous allez plus vite, vous pouvez me le dire aussi. Bon, alors en premier lieu, je vais vous poser un petit peu un cadre général, parce que je ne sais pas du tout ce que vous avez comme bagage, donc l'idée c'est de poser quelques petites bases que vous ayez peut-être, qui pourraient vous être utiles. Et donc, parler de manière générale, gestion intégrée de l'eau. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la gestion intégrée? C'est un mot dont on entend souvent parler, mais on l'emploie souvent, mais est-ce que vous savez ce que c'est que la gestion intégrée? Ouais. C'est quand on prend en compte les enjeux écologiques, économiques, socio-économiques, patrimoniaux. Tout à fait. Donc c'est une vision assez élargie avec prise en compte de pas mal de besoins, d'usages et d'enjeux du milieu. Ouais. Oui. Il y a quelque sorte de conciliation entre les différents acteurs de la zone, des territoires, pour prendre en compte justement les différents enjeux. Oui, exactement. Un besoin de conciliation, donc de concertation, de discussion. Et après, est-ce que vous avez encore une idée? Alors, il y a une définition de ce que c'est la gestion intégrée. Et c'est bien ce que vous avez dit là. Donc l'idée, c'est de travailler en concertation pour organiser un ensemble d'acteurs et qu'il y ait une coordination entre tout ce que font ces différents acteurs. C'est également concilier le fonctionnement des écosystèmes, la vie aquatique, le fonctionnement des milieux, avec la satisfaction des usages. La gestion intégrée, c'est aussi, et ça c'est important, travailler à une unité hydrographique cohérente. Donc là, on va sortir des périmètres administratifs, des communes, des communautés de communes, et on va essayer d'avoir une vision plutôt sur une unité hydrographique. Et donc là, on va parler de bassin versant. Alors du coup, la gestion intégrée, ça veut dire quelque chose d'assez équilibré.
consensuel, qu'il y ait de la conciliation. On n'est pas dans un extrême, on n'est pas dans l'autre, mais on essaie de travailler avec un ensemble d'acteurs pour trouver, voilà, où placer le curseur, où trouver un juste équilibre entre la satisfaction des usages, mais le bon fonctionnement des milieux. Un bassin versant, vous savez ce que c'est? Je suppose. Oui, c'est bien. Alors au cas où j'avais mis une petite diapo, je ne savais pas. Mais voilà, bassin versant, c'est cette unité hydrographique où l'ensemble des eaux qui tombent sur ce territoire-là finissent à un même point commun, l'exutoire. Voilà. Quand on parle un petit peu de regarder, travailler sur un ensemble d'acteurs, d'usagers, etc., il faut comprendre un peu, là je vais l'aborder de manière très synthétique, mais qui sont ces acteurs. Et notamment, c'est bien de comprendre un petit peu sur un territoire le paysage des compétences sur l'eau. Est-ce que vous savez un petit peu comment sont réparties les compétences sur l'eau? Est-ce que, je ne sais pas où vous habitez, par exemple, vous savez, là où vous habitez, qui est la collectivité compétente pour produire et distribuer de l'eau potable, pour gérer l'assainissement, par exemple? Est-ce que vous le savez? Ouais. Alors non. Des communes. Enfin, ça dépend où tu habites, remarque. Je dis non, mais... Par exemple, ici, c'est la CAPV. Alors ici, c'est la CAPV, effectivement. C'est là que le Pays Basque est compétent pour l'eau potable et l'assainissement. Alors ici, c'est la communauté d'agglomération Pays Basque. Ça peut être une autre configuration. Mais généralement, c'est l'échelon intercommunal qui se voit affecter cette compétence au potable assainissement. Alors il y a encore des communes compétentes, mais ça ne va pas durer. Dans quelques années à venir, les communes individuellement ne pourront plus être compétentes et vont devoir, ce sera les communautés de communes qui vont gérer ces compétences. Alors, là on parle au potable assainissement, mais par exemple, justement, ceux qui veulent être techniciens rivières, par exemple, qui sont les collectivités qui gèrent les rivières, qui gèrent les bassins versants? Vous avez une petite idée? Selon où vous habitez, est-ce que vous savez quelle est la collectivité qui s'occupe de la gestion des rivières et des bassins versants? Un syndicat mixte? Ça peut être un syndicat mixte. Effectivement. Alors, depuis quelques années, c'est pareil, c'est les collectivités, alors communautés de communes ou d'agglomération qui sont compétentes, mais qui peuvent s'organiser en syndicats. Voilà. Pour travailler à une échelle de bassin versant. Il n'y a pas beaucoup de communautés de communes ou d'agglomération qui a un périmètre qui recouvre les bassins versants dans leur intégralité. Donc quand c'est le cas, quand il y a plusieurs petites communautés de communes à l'échelle d'un bassin versant, elles peuvent s'organiser et constituer un syndicat pour gérer cette compétence-là de gestion du bassin versant, gestion du rivière. Ce que je vais vous faire comprendre là, c'est que ce paysage des compétences, il est compliqué, il est complexe. C'est quand même utile que vous l'approchiez parce que quand vous allez chercher du travail, si vous voulez être technicien rivière par exemple, il faut savoir chez qui je vais envoyer ma candidature. Donc effectivement, c'est soit l'échelon communauté de communes, soit un syndicat mixte, et c'est auprès de ces collectivités que vous pourrez aller candidater pour essayer d'exercer ces métiers. Mais ce paysage est assez complexe et c'est bien de savoir chez vous à peu près comment c'est organisé. Voilà. Et puis quand c'est loin que chez vous, il faut se renseigner. Qui c'est qui est compétent sur le potable, sur l'assainissement, sur le milieu, c'est pas forcément la même collectivité à chaque fois. Sur le Pays Basque, il y a un avantage avec la création de la grosse aglo Pays Basque il y a quelques années. Du coup, elle est tellement grande qu'elle a effectivement gardé les compétences, elle exerce les compétences de potable, d'assainissement et de gestion du milieu. Donc là, je vous ai montré une petite carte, quelques cartes pour illustrer un petit peu les différentes collectivités qui interviennent à l'échelle du bassin de l'Adour. Je vais en arriver à l'institution à où je travaille pour vous expliquer ça. Le bassin de l'Adour, c'est ce que vous voyez en surbrillant en bleu, là, à chaque fois. Donc on intersecte deux régions. Les régions ont des compétences assez lointaines sur la gestion de l'eau. Elles font notamment des schémas régionaux, différents schémas qui dictent certaines doctrines et enjeux sur les territoires. On a 4 départements qui interviennent encore au titre de la solidarité territoriale, qui par exemple sont compétents pour gérer les espaces naturels sensibles, pour ceux qui veulent être urbanistes ou qui veulent être plutôt sur la gestion des milieux. Voilà, c'est encore le département qui gère la politique ENS, espace naturel sensible. Ensuite, vous
vous avez ici, donc là c'est toutes les communautés de communes et d'agglomération qui pour beaucoup ont des compétences en eau potable, en assainissement, certaines ont gardé la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, la fameuse compétence GEMAPI, vous avez déjà entendu ce mot, voilà. Donc certaines ont gardé la compétence GEMAPI, hein, c'est le cas par exemple de la grosse efficace. Et puis vous avez aussi les fameux syndicats mixtes, ce que tu disais. Là, c'est des syndicats, vous voyez la carte ici, c'est des syndicats qui ont été constitués par ces collectivités qui sont trop petites pour gérer un bassin versant, qui en ont créé des syndicats mixtes. C'est une structure plus grande qu'elle qui leur permet d'exercer la compétence, notamment GEMAPI. Voilà. Il faut savoir que cette possibilité de se structurer en syndicat, ça peut être fait pour d'autres compétences. Par exemple, dans les Landes sur l'eau potable, si vous habitez peut-être certainement dans le sud des Landes, on sait jamais, vous avez des syndicats qui sont créés pour gérer à très grande échelle la compétence pour l'eau potable ou pour l'assainissement. Cette possibilité de créer des syndicats et de lui déléguer des compétences, elle existe pour tout, finalement, les compétences politiques. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer, c'est pas que vous connaissez par cœur, mais c'est pour que vous compreniez que le paysage des compétences, il n'est pas très simple. C'est assez compliqué, on s'y mélange, qui fait quoi entre le petit cycle, le grand cycle, etc. Et là, je ne vous parle que des collectivités. Quand on parle des acteurs socio-économiques, quand on parle des services de l'État, etc., ça en rajoute encore des couches. Je vais vous épargner aujourd'hui de tout ça. Mais en tout cas, sachez que c'est pas simple. Il n'y a pas que vous qui trouverez que c'est pas simple, mais voilà, c'est bien de pouvoir l'approcher un petit peu. Alors, moi, je travaille à l'institution Adour. L'institution Adour, c'est à l'échelle du bassin versant de l'Adour, une collectivité qui a été créée en 1978. Alors, en longtemps que ça existe. Au départ, on a été créé par les 4 départements qui sont concernés par le bassin versant de l'Adour. Haute-Pyrénées, Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques. Les 4 départements ont voulu créer cet établissement pour, à l'époque, 1978, pour à l'époque gérer de manière hydraulique, très dans le génie civil, le bassin versant de l'Adour. Donc, à cette époque-là, dans les années 70, 80, 90, on gérait beaucoup la question des inondations par la création de digues, et on gérait aussi la question de la disponibilité de la ressource, et notamment par la création d'ouvrages structurants. Il y a beaucoup de réservoirs de soutien de piège qui ont été créés dans ces époques. Donc on a un très gros historique de compétences sur la question de la gestion quantitative de la ressource. Voilà. Alors, depuis 1978, je vais vous le montrer juste après, il y a des lois sur l'eau, la notion de bassin hydrographique, la notion de préservation des milieux, etc. Donc notre univers de compétences a beaucoup évolué. Et on fait beaucoup de travail de gestion des milieux, et on est beaucoup plus dans un principe de gestion intégrée, de conciliation entre les usages et les besoins. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, de manière globale, à l'échelle du bassin versant, on va œuvrer pour faciliter les questions de gestion concertée, gestion équilibrée de la ressource, des milieux, des zones humides, de la biodiversité. Donc, vous avez vu différents thèmes sur lesquels on intervient. La gestion quantitative, ça c'est notre socle de compétences historiques et on l'exerce toujours. On travaille beaucoup sur la gestion intégrée. Notamment, on porte des outils. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de SAGE, schéma d'analyse de gestion des eaux. Ça vous parle? Donc voilà, par exemple, on porte 4 SAGE à l'échelle du bassin versant de l'Adour. Moi, j'ai été pendant 14 ans animatrice d'un SAGE. Voilà. Aujourd'hui, je suis responsable du service de gestion intégrée, mais on porte tous 4 SAGE qui existent sur le bassin de l'Adour. On travaille sur la question de continuité écologique, gestion de la biodiversité, sur le changement climatique et toujours sur les risques physiques. Ok? Et donc, dans ces paysages de compétences, avec ces différents niveaux de collectivité, de la commune, la communauté de communes, les syndicats qui peuvent être créés, les départements, les régions qui ont leur mot à dire, et bien nous on est dans ce millefeuille là, on est un syndicat. Et on œuvre à l'échelle du bassin versant de l'Adour. Mais on n'œuvre pas tout seul et on ne fait pas tout et à la place de tout le monde. On œuvre en communication, en concertation avec tous les autres qui ont aussi des compétences. Voilà.
Est-ce que c'est OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez quelques notions sur les questions de loi sur l'eau, les réglementations sur l'eau en France. Donc ça vous parle un peu. Ouais. La loi sur l'eau de 64, vous maîtrisez. Celle de 92, vous êtes hyper au clair. Et 2006, vous étiez déjà né. Donc c'est génial. Bon, OK, donc je passe rapidement du coup. Là, c'était juste pour dire. Hop, je mets tout parce que c'est pas la l'examination. 64, on commence à parler de grands bassins hydrographiques. Avant, je ne sais pas trop le cas. C'est à cette époque qu'on a créé les comités de bassin des agences de l'eau. 92, on commence à parler milieu. On ne parle plus que de qualité-quantité, mais on parle du milieu, fonction milieu. Et puis la directive cadre européenne sur l'eau, que vous connaissez aussi, même si ça se trouve, vous n'étiez pas né en 2000. OK. Donc là, qui a introduit des objectifs de bon état de masse d'eau. Et donc ça a été repris en loi 16 en 2006 par la loi sur l'eau aquatique de 2006. OK. Si je vous parle de stage, ça vous parle un peu, je suppose. Je suis ma directeur des 6 grands bassins hydrographiques en France et justement cette existence de ce schéma directeur à l'échelle de Charente. Qui c'est qui décrit ce schéma directeur? Vous savez? Parce que là en général c'est flou pour les gens. Qui écrit et valide le schéma directeur d'aménagement et de gestion des usages en Haute-Garonne? Ouais. Oui, bien joué. Vous saviez tous? C'est le comité de bassin qui élabore le SDAG. OK? Alors, c'est ma diapo suivante justement. En Haute-Garonne est institué un comité de bassin. Le comité de bassin, ce n'est pas une structure juridique qui n'existe pas comme une communauté de communes, un syndicat. Ce n'est pas une structure. Le comité de bassin, c'est une instance de concertation. On appelle ça un parlement de l'eau. Il y a une liste d'acteurs, de structures qui sont membres de cette instance. Ma diapo date un peu, donc je ne sais pas si je suis à jour, mais à l'époque, c'était 135 membres du comité de bassin. Bon, ça doit être autour de ces eaux-là, je n'ai pas le nombre exact en tête. Donc, en Haute-Garonne, dans ce comité de bassin, siègent 135 membres qui représentent, pour la plupart, des élus, des territoires. Un gros morceau de ce comité de bassin, c'est des représentants d'usagers, de socioprofessionnels, d'associations aussi. Puis, une partie du comité de bassin, c'est des représentants de l'État, service de l'État. Et donc, c'est cette énorme instance de concertation qui élabore le SDAG, notamment. Et ce SDAG, c'est un document qui est réglementaire, qui est porté réglementaire et qui doit être mis en œuvre. Alors, comment il est mis en œuvre ensuite? Wow, c'est une question par contre. En parallèle du comité de bassin, il existe un établissement qui est un établissement de l'État, qui est l'agence de l'eau. Vous avez déjà entendu parler de l'agence de l'eau? Alors peut-être ce que vous ne saviez pas, c'est que l'agence de l'eau, c'est un établissement, ce n'est pas une collectivité locale, c'est un établissement de l'État. Il y a une nuance. Moi, par exemple, je travaille en collectivité territoriale dans un syndicat mixte, l'Institut Arnaud, je suis fonctionnaire public territorial. À l'agence de l'eau, les agents qui travaillent à l'agence de l'eau, ce sont des fonctionnaires d'État. Okay. Et donc l'agence de l'eau, là par contre, c'est une structure avec des salariés, ils sont très nombreux, le siège est à Toulouse, il y a des délégations, il y en a une à Pau par exemple, qui gère le bassin, qui suit tout ce qui se passe sur le bassin de la Tour. Et en quelque sorte, c'est une agence financière. L'agence de l'eau, elle perçoit des redevances de tout acteur qui prélève de l'eau et qui a des revenus dans l'eau. Elle perçoit tout cet argent-là et elle le redistribue vers des porteurs de projets qui ont des actions qui permettent d'aller dans un sens où on met en œuvre finalement le SDAG. Voilà. Toutes les actions qui peuvent contribuer à la mise en œuvre du SDAG qui sont portées par les collectivités locales, par même les associations, des structures privées aussi, sont subventionnées par l'agence de l'eau. OK?
Ça permet de mettre en œuvre le stage, ça permet en tout cas de subventionner et d'aider toutes les actions qui vont dans ce sens favorable. Vous savez à peu près comment l'agence de l'eau, comment il y a une question de mal tournée. Les redevances que perçoit l'agence de l'eau, vous savez d'où elles viennent? Alors peut-être que vous avez la chance de ne pas encore payer de facture. Alors non, la taxe d'Imapi, elle est instituée par le local pour le local. Et c'est très récent la taxe d'Imapi. Par contre, depuis très longtemps, sur toutes vos factures d'eau, vous regarderez une facture d'eau de vous ou de vos parents, et c'est très explicite sur la part qui va en redevance à l'agence de l'eau. Donc tout un chacun, chaque facture d'eau de tout abonné sur les tout de niveau de toute la France, il y a une partie de cette facture, c'est de l'argent qui est récupéré par l'agence de l'eau. En multiplié par le donné, voilà, c'est des sommes d'argent conséquentes qui sont ensuite réutilisées par l'agence de l'eau. Il n'y a pas que nous, individuels lambda, il y a aussi les industries qui prélèvent de l'eau, par exemple, ou toute activité qui prélève ou qui a des rejets dans l'eau, et ce qu'on appelle redevable à l'agence de l'eau, donc on paye aussi des redevances à l'agence de l'eau. Est-ce que c'est bon un peu? Je pose quelques briques pour que vous compreniez le qui fait quoi, etc. Vous avez peut-être déjà vu des choses. Si c'est bon pour vous sur cette première partie, qui servait un peu à poser un décor, je vais continuer sur la question des besoins en eau. Je ne vais pas vous annoncer dessus, je vais vous montrer quelques cartes, mais les besoins en eau sur les territoires, est-ce que vous savez quels sont les usages qui consomment de l'eau? Oui. Il y a des besoins de l'eau pour l'agriculture. Ouais. Pour des raisons hygiéniques. Pardon? Pour des raisons hygiéniques, par exemple, se laver, laver son linge, laver le vaisselle. Oui, besoin des usages. Là, le pas? Ouais. Ouais. Oui. Aussi industrie alimentaire. Voilà. Là, on est sur les 3 gros usages consommateurs. Ok. Donc ces besoins en eau, on peut les évaluer. Nous, on approche à l'échelle du bassin Ladour ce que ça représente. Je vais vous le montrer. Il faut que vous sachiez que la donnée des prélèvements en eau, elle existe, elle est disponible et elle est accessible. Si vous voulez, vous pouvez tous essayer de récupérer ce genre de données-là. Il faut juste savoir où aller les chercher. Ouais. Et comment on peut les trouver? Parce que nous, les a cherchés, on ne sait pas trouver. Alors, sur un système d'information sur l'eau SIE à Dour-Garonne, c'est une plateforme qui compile et rassemble énormément de données sur l'eau. Par contre, il faut fouiller. Moi, je trouve qu'elle est assez... elle est pas mal faite, hein, c'est pas ce que je veux dire, parce que franchement, la maîtrisée, et vraiment, on peut y trouver énormément d'informations, mais il faut persévérer, quoi. Il faut la chercher, il faut fouiller, etc. Mais vous pouvez trouver des données sur l'eau, les prélèvements, etc. Il n'y a pas que là, hein, attention, hein. Mais c'est une grande base de données. Après, il y a des bases de données, par exemple sur l'eau potable, il y a une base de données qui s'appelle 6PA, je sais plus ce que ça veut dire, c'est un on peut récupérer beaucoup de données. En fait, cette donnée-là, elle est accessible pour tout un chacun. Il faut savoir aller la chercher, la trouver, et il faut savoir la traiter ensuite, la manipuler. Mais voilà. Sachez que c'est accessible, et nous, dans mon métier au quotidien, on s'en sert beaucoup. Voilà. Alors, je vous montre un peu ici les besoins des usages. J'avais pas une... Je pense qu'il y a un truc qui a sauté sur les volumes en jeu, mais je le retrouverai plus loin dans une diapo plus loin. Par exemple, ici, c'est l'eau potable. Vous voyez clair ou c'est un peu flou pour vous? Ça va? Vu d'en bas, je vois hyper flou. Mais voilà. Donc là, on est sur les sources de données, pareil, hein, ça vient de toutes les données qu'on a récupérées auprès de l'agence de l'eau notamment, sur ce fameux SIE à Dour-Garonne. Et là, vous voyez les prélèvements pour l'eau potable à l'échelle du bassin Ladour. En fond, en jaune, orangé, là, c'est la population. Pour donner une idée des endroits où on a le plus de population. Et les densités de population. La taille des ronds est proportionnelle au volume prélevé, évidemment. Et puis les couleurs, c'est les origines de l'eau prélevée. Ça peut être pour l'eau potable, on utilise en fait soit de l'eau de surface, soit de l'eau de nappe phréatique, soit de l'eau de nappe plus profonde. Voilà. C'est très variable selon les territoires, selon ce qui existe comme disponibilité en eau, etc. Et les territoires vont chercher de l'eau là où ils peuvent
en récupérer pour produire de l'eau potable pour les habitants. Donc vous voyez un petit peu comment c'est réparti sur le bassin de la Doue. Un peu plus loin, j'ai une diapo qui je pense que ça associe en eau potable, juste pour vous donner le... Voilà, on est sur 113 millions de mètres cubes. Là, par exemple, c'est pour l'année 2019, en cumulé à l'échelle du bassin de la Doue. En une année, il y a 113 millions de mètres cubes pour assurer les besoins en eau de la population. Là, vous avez les besoins pour l'irrigation agricole. Alors là, c'est une carte qui est sur notre site internet, vous pouvez aller la revoir, la récupérer, qui donne beaucoup d'informations sur cet enjeu de l'irrigation et sur ces données et ces volumes d'irrigation. Vous voyez, en fait, chaque goutte, sa taille est proportionnelle au volume prélevé, évidemment. Vous avez, pareil, la couleur de la goutte, c'est l'origine de l'eau. Là, c'est pareil. Pour les besoins agricoles, on utilise de l'eau soit de surface, soit de nappe phréatique, soit parfois de ressources plus profondes. C'est un peu plus rare pour l'agriculture d'aller chercher des ressources plus profondes, parce que c'est très coûteux de faire un forage en profondeur. Et pour des besoins en eau potable, on se donne la peine, des collectivités, d'aller creuser, d'aller chercher de l'eau qui, généralement, puisqu'elle est assez profonde, peut être de meilleure qualité. Mais pour les besoins agricoles, le forage est trop cher pour... voilà. Mais il y a des territoires sur lesquels ça arrive quand même, quand il n'y a pas trop de disponibilité en surface, par exemple. Donc vous voyez un petit peu, alors là on commence à bien voir à l'échelle du bassin qu'il n'y a vraiment pas la même situation partout sur le bassin. Et finalement, sur le sud, il y a beaucoup moins d'irrigation. Alors, pourquoi? Parce qu'on est sur des terres renouvelables, du coup il n'y a pas trop de culture de maïs, etc. Exactement. On est plutôt près de la montagne, etc. Donc là, on est plutôt sur moins de culture et plus, on va dire, rural. Et puis, on a moins d'irrigation, évidemment, sur la partie ouest. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Non? J'entends pas. C'est plus aride. C'est plus quoi? Aride? Ah non, c'est plus proche de l'océan. En fait, il pleut plus ici, proche de l'océan. Et là, il y a une vraie différence dans le bassin de la Doue entre l'ouest et l'est du bassin. C'est pas si loin que ça. En une heure et demie, vous êtes d'un bout à l'autre. Sauf qu'il pleut. Par ici, il va pleuvoir du 1002, 1003 en cumul annuel. Ici, il peut pleuvoir du 700, 1100. Sur les mêmes ordres de grandeur. Donc on a beaucoup plus recours à l'irrigation vers l'intérieur que proche du littoral. Ok. Sur l'irrigation, une notion importante, ça c'est des données dans cette carte. Alors attendez, c'est un tout petit, je crois que c'est des données de 2020. Les besoins en eau d'irrigation, ils sont très variables chaque année. Vous le savez probablement, ça dépend de la météo en fait. Il y a des années plus pluvieuses, il y a des années plus sèches. Voilà. Donc en fait, vraiment, il ne faut pas s'arrêter sur une année pour concevoir quel est le volume de besoin pour l'irrigation. Il faut vraiment regarder en pluriannuel et on a des variations vraiment majeures. C'est ce que vous voyez là avec les recours à l'irrigation. Donc 2014 a été par exemple une année plus pluvieuse, donc beaucoup moins de prélèvements. Et puis vous avez des années plus sèches avec 2016 par exemple, 2020 encore, où on était sur des années où on a eu un recours plus important à l'irrigation, parce que moins de pluie à la saison d'hiver. Ok? Là, je vous montre les besoins pour les industries, avec la nuance que là, on n'a que les industries qui prélèvent beaucoup, donc qui sont redevables. On ne voit pas tout ce qui est petites activités artisanales, qu'on a même dans cette diapo-là, sauf que ça peut être des volumes non négligeables. Mais là, c'est une donnée pour le coup plus difficile d'accès. Voilà. Donc là, vous avez, alors selon les couleurs des ronds, c'est les différents types d'activités. Voilà. Par exemple, ici, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez, sur ce secteur-là, il y a une papeterie, une usine de pâte à papier à Carcasse. Je ne sais pas si vous êtes passé par là, vous voyez les fumées. Pardon? C'est Raya, ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est une usine qui prélève beaucoup. Et qui, par ailleurs, pour l'info, mais c'est pas pour leur tout à fait, mais en dérogé, quand même, quand on n'a pas de papier de manière pas spécifique à cette usine, c'est
la production de pâte à papier génère des rejets très importants. Et ils ont beau avoir fait des efforts d'assainissement colossaux. Ben, le peu qui reste, qui est rejeté, c'est encore un très très gros, un rejet très chargé. Bon, ouais. Ici, on est sur le secteur du bassin industriel de Lac, par exemple. Voilà, vous voyez sur le... Je ne sais pas si vous voyez la souris. Ah non, vous la voyez. Ben, l'autre gros rond, là, c'est le secteur du bassin industriel de Lac. Voilà. Donc, on connaît un peu les endroits où il y a le plus de prélèvements. Après, il y en a un peu partout quand même. Il y a de la chimie, de la métallurgie, de ce que vous voulez. Il y a aussi beaucoup d'agroalimentaire. Il y a de la pâte à papier, il y a des trucs, en tout cas, là, c'est les données 2020. 36 millions de mètres cubes des prélèvements à l'échelle du bassin de la Loire, c'est pour des besoins industriels. Ok? Alors j'avais mis cette diapo pour vous montrer, et que vous ayez ça en tête quand même, c'est les différences de proportion entre les différents usages par territoire. Ça varie beaucoup par territoire. Et c'est logique en fait. Donc ce que vous avez, par exemple en vert, c'est l'irrigation. Et puis l'industrie en orange et tout ce qui est eau potable, pour résumer sur les trois principaux, c'est en... non, eau potable en orange et industrie en rouge. Voilà. Et donc vous voyez que quand on est sur ces secteurs ici, plus vieux, mais en même temps avec beaucoup de culture, c'est là que dans la balance, les prélèvements finalement pour les besoins agricoles sont les plus importants. Ok. Et là, quand on approche plus du littoral, il y a presque plus d'irrigation, ou très peu. Et finalement, c'est les besoins en eau potable qui représentent les volumes de prélèvement les plus importants, avec la proportion la plus importante. Ça, c'est quand même intéressant, je le dis parfois parce que moi, je travaille beaucoup avec les acteurs du territoire en formation intégrée, on parle avec autant des agriculteurs, des industriels, des pêcheurs, des chasseurs, des assos, de tout, hein, voilà, des élus évidemment. Et puis, quand on est sur le nord du bassin, où les volumes en jeu sont vraiment liés aux besoins de l'agriculture, quand on parle d'économie d'eau, et que les élus commencent à dire « Ah oui, mais voilà, l'habitant lambda, machin, tout ça, on économise », alors oui, sur le principe, évidemment, c'est vrai que tout le monde doit économiser. En pratique, sur ces territoires, si on veut vraiment économiser du volume d'eau, c'est à la profession agricole qu'il faut travailler. Ok. À l'inverse, si on va sur le bassin de la Nive, si on veut vraiment, si on a besoin d'économiser du volume d'eau à l'échelle globale parce qu'il y a trop de besoins par rapport à la disponibilité en eau, là c'est plutôt aux consommateurs eau potable qu'on va aller, au prix du consommateur eau potable, qu'on va aller travailler. Parce que c'est eux qui représentent le plus de volume en jeu. Ok. Après, le principe que tout le monde utilise de l'eau, évidemment aussi. Alors, autre besoin qui est assez nouveau, qui est lié dans ce contexte de changement climatique quand même, qui devient prégnant en tout cas dans le contexte de changement climatique. On s'en souciait peu il y a 10 ans, 15 ans. C'est ce qu'on appelle les débits de salubrité. Aujourd'hui, ça devient un enjeu sur le territoire, le débit qu'il y a dans une rivière, pour pouvoir diluer les rejets des stations d'épuration. Et on est de plus en plus confrontés sur les territoires à des problèmes liés à ça. Donc les collectivités ont des stations d'épuration, évidemment, qui ont des rejets, et qui finalement se rejettent dans des milieux qui n'ont pas la capacité suffisante pour être dilués. Donc on arrive à un souci, soit on demande à la collectivité de faire un effort d'épuration supplémentaire, soit on essaie d'avoir un milieu où il y a un peu plus d'eau, soit les deux, hein, éventuellement, ne n'empêche pas l'autre. Donc ces débits de salubrité, ils deviennent vraiment importants. Et c'est là qu'on va arriver de plus en plus à discuter d'éviter le rejet, et on va commencer à parler de réutilisation d'eau usée traitée par exemple. Vous allez voir tout à l'heure, je vous en parlais, il y a un territoire sur lequel on met en place actuellement un projet de réutilisation d'eau usée traitée pour justement supprimer le rejet dans un milieu qui n'a plus assez de capacité pour diluer le rejet. Et enfin, les besoins des milieux, ça c'est un autre point, et là on est vraiment dans la gestion intégrée, d'une époque où on parlait de nos besoins pour les usages, là on a vraiment ouvert aux besoins pour les milieux. Là c'est un peu technique, je ne vais pas vous parler de tout, mais je veux que vous ayez conscience que aujourd'hui, quand on gère l'eau et quand on gère un bassin versant, on prend en compte
les besoins du milieu, c'est-à-dire les débits qui sont nécessaires pour maintenir la vie aquatique et pour le bon fonctionnement d'un milieu naturel. Okay. Alors notamment, peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce qu'on appelle des débits objectifs d'étiage. Vous savez ce que c'est l'étiage, hein? Oui. Ou débits de crise. En fait, ça c'est des débits qui sont fixés sur certains points à l'échelle du bassin de Garonne par le SDAGE notamment. Il n'y en a pas comme ça, mais il y en a de ces points. Et donc, ça fixe un débit, on va dire, idéal à l'étiage. Le débit objectif d'étiage, c'est le reflet d'une situation équilibrée. Si on arrive à maintenir ce débit, à peu près, plus ou moins, voilà. Et si on arrive à maintenir ce débit pendant toute la saison d'étiage, c'est qu'on est dans une situation équilibrée. Si on passe en dessous, on est potentiellement en déséquilibre. Et si on va en dessous de ce qu'on appelle un débit de crise, là on met en danger la vie aquatique. Potentiellement, on n'aura plus assez d'eau pour maintenir la vie aquatique. Donc ça, c'est des notions qui commencent à être évaluées et mesurées et oui, dimensionnées, mais pas partout. On n'a pas de débit objectif d'étiage sur chaque cours d'eau. Voilà. Okay. Donc il y a des territoires sur lesquels on ne connaît pas quel est le débit idéal et le débit minimum en dessous duquel ça devient. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ce point parce qu'après c'est un peu technique, j'ai repioché la diapo d'une autre présentation. Ok. Donc, les besoins des usages, on les a vus, les besoins du milieu, les besoins salubres. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez des questions peut-être? Ok. Concernant les débits objectifs d'étiage, parce que tout à l'heure il y a des émissions qui parlaient de la cime, des revenus collinaires. Ouais. Parfois, on peut aussi réutiliser ces revenus collinaires pour venir réalimenter. Est-ce que c'est dans ce cas-là précisément quand le débit est trop bas par rapport à un débit objectif d'étiage? Oui. Alors, aujourd'hui, je ne l'ai pas intégré dans rien parce que, dans mon diaporama, parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout, mais on gère aujourd'hui, je vous ai dit, l'institution ADO a été créée en 1978 dans un principe d'aménagement hydraulique. Et notamment, fin 70, 80, 90 jusqu'au début des années 2000, ont été créés beaucoup de réservoirs de soutien d'étiage. Alors nous, on ne parle pas de bassin. On évite ce terme qui, quand même, est un autre concept, et puis aujourd'hui est très important. On a créé beaucoup de réservoirs de soutien d'étiage, donc des grands barrages structurants répartis dans le bassin de la Doubs, surtout sur ces parties où il y a moins de disponibilité avec les ressources. Et c'est des barrages qui, en 70-80, ont été créés dans un principe de développement économique. Et clairement, avoir de l'eau à disposition pour pouvoir développer l'agriculture sur ces territoires. C'est pas spécifique au bassin de la Doubs. Partout en France, ces politiques d'aménagement hydraulique, dans un but de développer notamment l'agriculture, ont existé. Et d'une époque où on gérait en tout cas on a créé, on gérait ces barrages pour les besoins agricoles, on est vraiment passé aujourd'hui à une gestion très concertée et absolument multi-usage de ces volumes d'eau. Donc aujourd'hui, l'ensemble des réservoirs qu'on a, qui nous appartiennent, qui sont très structurants. Là, on ne parle pas justement de petits réservoirs et de petites bassines individuelles. Là, on parle d'un parc de réservoirs qui sont en maîtrise d'ouvrage public, en gestion publique. Et qui sont donc gérés dans un principe vraiment de satisfaction de l'ensemble des usages et des besoins du milieu. Donc aujourd'hui, quand on a un volume d'eau, on va essayer de satisfaire autant qu'on le peut les besoins d'irrigation, les besoins pour l'eau potable, etc. Mais on maintient à minima les débits de salubrité des steppes et on a toujours l'objectif de maintenir des DOE, etc. Voilà. Donc c'est une gestion qui est assez complexe, qui se fait de manière très concertée. Chaque été, à l'échelle de petites unités, de petits bassins versants, il y a des groupes de concertation avec tous les usagers, etc., les associations, et ils se réunissent
autant que nécessaire. Il y a des étés où il n'y a pas de souci, c'est pas très compliqué, on se fait pas souvent, mais il y a des étés comme en 2022 qui vont se faire toutes les semaines, parce que c'est la crise, et qu'on essaie de gérer au mieux les stocks d'eau pour satisfaire tous ces usages et les débits de besoins pour les. Quand on arrive à un niveau, parce que ça arrive, en 2022 ça a été le cas, on n'avait plus d'eau, il ne pleuvait pas, il n'y avait plus de débit dans la rivière, et tous les stocks ont été utilisés dans ce principe en phase d'utilisage. Il n'y a plus de stock d'eau, là on passe en mode gestion de crise, et là c'est plus nous, collectivités, qui faisons la gestion de crise, c'est l'État. C'est les préfets qui prennent le relais, et la gestion de crise, c'est des restrictions d'usage, qui vont commencer par des restrictions d'usage agricole, mais de plus en plus accompagnées de restrictions sur l'ensemble des usages. En 2022, c'est la première fois où on a eu des restrictions d'usage pour l'eau potable dans le pays. Là, c'est quand même cette situation n'est pas très connue. Donc voilà, aujourd'hui, il faut vraiment concevoir que ce parc de réservoirs de soutien d'étiage existant depuis maintenant 40, bientôt 50 ans, il est géré en maîtrise d'ouvrage public dans un principe d'utilisage et de manière très concertée. Voilà. Ok. Je continue un petit peu. Je vais recueillir. Alors, maintenant qu'on a vu les besoins, je vous ai montré, c'était une photographie instantée. Okay, là, on parle des besoins aujourd'hui, les volumes, on a tout ça. Mais se pose la question des besoins versus les ressources. On connaît les situations aujourd'hui, mais on a notamment mené une démarche prospective qui s'est appelée Atour 2050. Là, je vais vous parler un petit peu de la prospective par la démarche Atour 2050 qu'on a menée. Mais je ne vais pas vous parler que de Atour 2050 d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que nous, évidemment, qui travaillons le sujet, bien au contraire. Je vais vous parler aussi de la démarche Explore 2070. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors, à 2050, nous, institutions à nous, à l'échelle du bassin versant, on a été sollicité par l'agence de l'eau, notamment, qui voulait voir une démarche, que vous fassiez quelque chose, et on va vous financer pour que vous fassiez une étude, etc. Ok. Financé par l'agence de l'eau pour porter cette démarche à 2050. On l'a porté à l'échelle du bassin versant de la Dour et on a rajouté le petit morceau des côtiers basques, c'est quelques petits cours de côtiers, Nivelles et compagnie. Et sur cette échelle de travail, alors comme je dis, on a porté une étude, nous on a travaillé avec des bureaux d'études, on n'a pas travaillé tout seul, on a en interne du travail à faire, mais aussi on travaille avec des bureaux d'études qui nous ont aidés. Alors de quoi elle est partie cette démarche? Elle est partie déjà de constat. Le constat de l'évolution des températures. Voilà, j'imagine pas un scoop pour vous. Quand on montre des chroniques de données rétrospectives, par le passé, ce qui s'est passé, on arrive à montrer que, voilà, là vous avez une chronique de données entre 46 jusqu'à 2007, je crois, c'est ça. Et vous voyez l'évolution des températures moyennes en Nouvelle-Aquitaine. La température moyenne par rapport à le trait zéro, c'est ce qu'on appelle une normale de référence. D'accord? C'est le zéro, on va dire c'est la normale, c'est la moyenne. Et puis, la température annuelle, comment elle était par rapport à cette normale de référence. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on constate? Une augmentation des températures, évidemment. C'est pas un scoop, hein. On a entendu parler, j'imagine. Mais là, ça le montre par de la donnée et par de la donnée locale. Et finalement, dans les années 60, une année qui était considérée comme une année chaude, en fait. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est clairement, en 2005, parmi nos années les plus fraîches. Voilà. C'est là qu'on constate vraiment cette évolution. Donc, on a une évolution du climat. S'il y en a qui en doutaient encore, et je vous assure qu'il y en a qui en doutent encore, et montrer des données un petit peu de cet ordre-là permet de montrer quand même que les chroniques passées montrent quand même l'évolution de déjà en fait. Il n'y a pas que le climat qui change. L'autre constat qu'on a fait, c'est toute l'évolution de la socio-économie, de la démographie, de l'urbanisme. Évidemment, on a un territoire avec une population qui grandit, la population qui grandit, il n'y a pas d'exception de la population grandit.
D'ailleurs, la population augmente probablement plus en Nouvelle-Aquitaine que dans d'autres régions de France. On a des tendances sur le territoire avec des évolutions démographiques très fortes. Là, le constat, donc on montre, ici on avait pris l'exemple de Mont-de-Marsan, sur le bassin de la Dour, un petit peu sur l'année 12, avec une photo dans les années 60, et voilà l'étalement de l'urbanisation sur une photo, là ça donne 16 également. Donc beaucoup plus d'habitants, beaucoup plus de besoins d'aménagement, beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'activités, de services, d'activités économiques, etc. Donc, on s'est posé des questions, ces changements climatiques, plus toutes les autres pressions sur les ressources en eau, ces changements globaux, nous font nous poser la question de quelles évolutions possibles de notre territoire à l'horizon 2050, en particulier sur la ressource en eau, et à quels enjeux on va devoir faire face, en termes de partage de la ressource, en termes d'impact écologique, en termes de qualité, d'activité économique, d'inondation, etc. Donc on a essayé de comprendre l'avenir vers lequel on allait, et l'idée du processus à 2050 était de se dire quelle planification, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour s'adapter. Ok. Donc là on est sur une étude pour long coup qui a duré 3-4 ans, voilà, de détermination. Après, on ne peut pas répondre à toutes les questions par cette étude-là, mais en tout cas la démarche était d'aller vers ça. Voilà, l'objectif c'était de comprendre, d'anticiper les impacts du changement climatique et des autres changements globaux. Il n'y a pas que le changement climatique qu'on va percevoir, il y a surtout l'évolution de la société sur la ressource en eau et de réfléchir ensemble à un avenir plus durable. Ça c'est pour info, je ne vais pas vous parler de tout le processus à 2050, ça va pas vous intéresser, c'est gratuit aujourd'hui, mais voilà, on a fait quand même, juste pour que vous ayez en tête comment s'est déroulée l'étude, un premier travail de réalisation d'un diagnostic prospectif. Là on a écrit ce qu'on appelle le scénario tendanciel. Tendanciel, ça veut dire si ça se poursuit comme dans les dynamiques actuelles, sans changement majeur, sans rupture, ce vers quoi on va. Ok. Et puis après, en phase 2, on a travaillé à des scénarios alternatifs. Si on introduit des éléments de rupture, qu'est-ce qui peut se passer? Alors là, on laisse aux acteurs imaginer, on a travaillé tout ça en concertation, un grand comité de pilotage, tout. On les a laissés imaginer finalement des futurs différents que ce scénario tendanciel. Et à chaque fois, pour chacun des scénarios écrits, on a évalué son impact sur la ressource en eau, sur les différents enjeux, qualité, quantité, état des milieux et risques. D'accord? Pour essayer de voir, finalement, dans le tendanciel, ce vers quoi on va, et puis, dans les autres alternatives, lequel était peut-être plus souhaitable, plus durable, et constituer un avenir dans lequel il serait plus raisonnable d'aller. Et sur cette base-là, on a imaginé quelles pistes d'adaptation, quelles actions il faut mettre en place sur les territoires pour aller vers ce futur plus souhaitable. Ok? Et alors là, quand on arrive à la phase 3, quelles pistes d'adaptation il faut mettre en place pour aller vers ce futur plus souhaitable? Eh bien, on n'a pas inventé des scoops, on n'a pas inventé l'eau chaude. On a dit qu'il fallait économiser l'eau, quoi. Imaginez. On a dit qu'il fallait préserver des milieux, leur fonctionnement, pour le bon état des eaux, préserver la qualité de l'eau. On a dit qu'il fallait diminuer les rejets. Bon, vous voyez, on n'a pas inventé non plus l'eau chaude. Évidemment, il y a quelques éléments un peu plus innovants, on va dire, mais quand même, la majorité des actions qu'il faut mettre en place pour être mieux adaptées demain, c'est pas des scoops, c'est des choses qu'on devrait faire depuis déjà très longtemps. C'est des choses que, franchement, sur les territoires, on tarde à mettre en place. Soyons clairs, aujourd'hui, économiser de l'eau par l'ensemble des habitants et des usages, diminuer au maximum les rejets. Aujourd'hui, on n'a pas été confronté à des situations de crise telles qu'on a mis en place tout ça. On est encore un peu dans l'inertie et ça tarde à se mettre en place. Prendre en compte les milieux, préserver les milieux face à l'urbanisme, à l'aménagement. Aujourd'hui, sur les principes, tout le monde est d'accord. Vous êtes en réunion de concertation, vous expliquez qu'il faut préserver les zones humides dans un contexte de développement urbain, etc. Mais tout le monde va vous dire ah mais oui, bien sûr, tout le monde est d'accord. Par contre, en pratique, et pour suivre beaucoup de documents d'urbanisme à l'échelle du bassin de la Dour, quand il y a une zone humide versus un aménagement, c'est vraiment la zone humide qui gagne. Je vous le dis. On a du boulot à faire. Mais on va se retrouver dans une
dans une situation telle, avec le climat qui évolue, qu'on n'aura plus le choix. On n'aura plus le choix, il faudra vraiment mettre en place tout ça. Alors, quel climat à l'horizon 2050 ? J'imagine que vous avez quand même déjà entendu parler de changement climatique et que c'est pas une notion toute nouvelle. Par contre, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de données aussi qui sont produites, il y a beaucoup de travail scientifique, et c'est assez, c'est pas évident de compiler tout ça. C'est pas évident pour nous non plus. Alors, dans la tour 2050, on a choisi un scénario climatique. Vous allez voir déjà là, c'est discutable et ça pose question aujourd'hui. Vous connaissez sûrement le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Ça vous parle? C'est un groupe d'experts internationaux qui travaille sur le climat et qui notamment produit des rapports régulièrement. Alors là, début de l'étude, on était en 2016. Donc les derniers rapports du GIEC, beaucoup plus récents, je crois qu'il y a eu 2019, je crois qu'il y a eu 2023. C'était pas sorti, on était sur une version précédente. Le GIEC, qu'est-ce qu'il fait? Il évalue des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Ok? Et selon la quantité de gaz à effet de serre qu'on va rejeter, on aura une augmentation plus ou moins importante de la température, une élévation des températures moyennes. Ok? Donc les scénarios du GIEC qui étaient travaillés à l'époque, qui sont toujours existants aujourd'hui, hein. Le 2.6, c'était un peu le scénario gentil, on ne va pas beaucoup rejeter de CO2 parce qu'il va y avoir une politique internationale hyper ambitieuse, etc. Et donc on ne prendra à l'horizon 2050 que, je sais plus combien il disait, bon bref. Le 4.5 disait que, bon, c'est un peu le scénario médian, à l'horizon 2050, on va prendre à peu près 1 degré de plus. Voilà. Et puis après, il y avait le 6 et le 8.5 qui était le scénario le plus pessimiste en termes d'émissions de gaz à effet de serre et donc d'élévation des températures. Petite parenthèse, nous on parle d'élévation de température à 2050, mais quand on va plus loin, c'est quand même assez exponentiel. Voilà. Alors ça, moi je commence à le dire aux acteurs aussi, parce qu'on a parlé de 2050, bon, là on est en 2016, on est déjà en 2024, tous les 10 ans, les 2050 ça approche quand même. Donc on parle de 2050 comme si c'était un scénario de film de science-fiction, sauf qu'en fait c'est notre avenir dans 2050. Et donc, moi je pense à dire, mais en plus, si on regarde à 2070 ou au-delà, là c'est absolument exponentiel. Ça ne va pas s'arrêter en 2050 l'évolution de température. Bref. Dans ces scénarios climatiques, pour notre démarche à 2050, il a fallu qu'on fasse choisir aux acteurs dans de la concertation avec quel scénario climatique on allait travailler. C'était la base pour évaluer ensuite toutes les évolutions sur la ressource. Je vous l'ai dit, on fait de la concertation avec des acteurs divers, variés, aux avis parfois même totalement divergents. Et à ce moment-là, dans la concertation, pour que ce soit consensuel, le scénario qui a été choisi, c'était le scénario 4.5, RCP 4.5. Donc on va se dire c'est celui-là, le scénario qu'on pense être le plus robuste pour travailler la suite de notre démarche. Ce scénario 4.5 qui dit ça, je vais vous l'illustrer un peu après, mais grosso modo, il va y avoir plus d'1,5 degré de température moyenne en 2050. Le scénario, il disait que grosso modo, la pluviométrie moyenne annuelle, le cumul en fait annuel, n'allait pas évoluer. Le cumul de pluviométrie. Il va y avoir la même quantité de pluie qui va tomber à l'année, en moyenne, mais par contre, le régime des pluies va évoluer. Le régime des pluies, c'est-à-dire, elles ne vont pas tomber pareil. Elles vont tomber différemment, avec des événements pluvieux plus courts, mais de plus forte intensité. Par contre, dans ce régime des pluies, moins de pluie en été quand même. Même si on a un cumul annuel qui, d'après ce scénario, serait stable, ça ne va pas tomber pareil, et il en tombera quand même moins que ça l'été, et donc un peu plus en hiver. Donc, des étillages quand même plus marqués, avec à la fois en termes de débit, des débits plus bas, des débits plus faibles, mais aussi en termes de durée, des étillages plus longs. Là, déjà dans la gestion, c'est pas...
Et aussi un élément important sur le bassin de l'Adour, parce que l'Adour prend sa source dans les Pyrénées, après on a des affluents du nord, notamment dans le secteur 1012, mais après on a beaucoup d'affluents qui viennent du sud, qui viennent des Pyrénées. Et l'Adour est alimenté tout au long de son cours, et jusqu'au Verbe, qui arrive très bas en fait sur le bassin de l'Adour, qui arrive au secteur presque à l'estuaire. L'Adour est alimenté par ces rivières qui sont alimentées par les Pyrénées. Et aujourd'hui, il neige encore dans les Pyrénées. Voilà. Mais en tout cas, dans le scénario, la diminution de la durée et de la hauteur d'enneigement fait que ça va vraiment changer la manière dont le bassin versant va fonctionner d'un point de vue hydrologique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ça, scénario 4.5. Depuis le nouveau rapport du GIEC, de son sortie, etc., honnêtement, le 4.5, on est totalement plus à la table. Voilà. Aujourd'hui, le scénario qui semble le plus probable pour l'avenir, c'est clairement le 8.5. Celui qu'on disait, que c'est une catastrophe, on va prendre celui-là, vous imaginez, mais oui, en fait, c'est probablement plutôt celui-là qui est certes beaucoup plus pessimiste, mais finalement réaliste. Voilà. Donc il est question, pour l'info, qu'on mette un peu à jour notre copia de 2050 avec ce nouveau scénario. Bon. La pluviométrie, je vous l'ai dit, donc on a essayé autant que possible de territorialiser un petit peu les éléments, mais les éléments climatiques c'est difficile parce que les modèles utilisés sont très globaux, donc on ne peut pas descendre à des échelles très très vite. On a fait ce qu'on a fait. En tout cas, voilà l'évolution de la pluviométrie dans le scénario RCP 4.5. Grosso modo, un cumul machin, c'est ce que je veux dire, un cumul qui reste à l'année stable. Avec des cumuls estivaux quand même plus faibles, donc plus en hors étillage. Depuis, les derniers modèles montrent quand même qu'on va avoir une baisse du cumul annuel. Voilà, trio. L'enneigement, je vous l'ai dit, alors on le constate déjà, hein, c'est un scoop, voilà, mais quand même, diminution de la hauteur et de la durée d'enneigement. On considère qu'à jusqu'à 1500 mètres, il y aura quasi disparition de la couverture neigeuse. Okay. Et puis, jusqu'à 1800, diminution par 3 des hauteurs et par 2 au-delà de 2400. Et surtout, moins de précipitations neigeuses. Aujourd'hui, cette neige qui est dans les Pyrénées, qui est stockée, c'est du stock d'eau en fait, du stock d'eau naturel. Et la neige dans les Pyrénées, elles font juin, fin juin, certaines années. Voilà, ça soutient finalement le régime des cours d'eau jusqu'à fin juillet, mi-juillet. Sauf que si la précipitation ne tombe plus sous forme de neige, on n'aura plus ce stock-là. Donc on aura probablement des étiages qui vont commencer beaucoup plus tôt. Et de la même manière, c'est de l'eau qui ne tombera plus et qui sera stockée sous forme neigeuse, mais qui va vraiment tomber comme des pluies. Donc peut-être des risques aussi d'inondation en hiver qui vont être aggravés. Voilà. Vous voyez, ça change vraiment la conception qu'on a et la connaissance empirique et historique qu'on a du fonctionnement de notre vie. Ça, c'est l'évolution de l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, vous savez ce que c'est? Ça reflète le besoin en eau des plantes. C'est ce qu'une plante pompe et transpire. Voilà. Je vous l'explique avec mes mots, hein. Je ne suis pas élaborée, mais voilà. L'évapotranspiration reflète le besoin en eau des plantes. C'est très simple. À chaque fois, enfin, au fur et à mesure que la température augmente, si la température augmente, la plante a besoin de plus d'eau. Nous, c'est pareil, quand il fait très chaud, on a besoin de plus boire parce que c'est tout bête. Cette évapotranspiration reflète le besoin en eau des plantes, et là, encore une fois, c'est de la donnée rétrospective. Ça se mesure l'évapotranspiration. Okay, et là, la courbe en bleu, c'est la mesure de l'évapotranspiration depuis les années 60 jusqu'aux années 2010. Et bon, ben, on voit la tendance qui augmente, parce qu'en fait, les températures augmentent. Okay. Donc, on a besoin de plus d'eau. Voilà. Enfin, les plantes ont besoin de plus d'eau. Donc, paradoxalement, on va vers un climat où la ressource en eau sera moins disponible, mais comme il fera plus chaud, ben, les plantes, elles en auront besoin de plus qu'aujourd'hui. C'est pas juste qu'on aura moins d'eau pour satisfaire les mêmes besoins qu'aujourd'hui, c'est qu'on aura moins d'eau pour satisfaire des besoins supérieurs. Donc ça va vraiment faire une équation qui va commencer à être compliquée.
Là, ça montre l'état des sécheresses. On a évalué dans notre scénario qu'est-ce qui va se passer en nombre de jours de sécheresse météorologique, sécheresse dans l'air, et sécheresse édaphique, c'est sécheresse du sol. Donc, il n'y a pas de végétation. Donc, pardon, plus de jours de sécheresse. Alors, dans un scénario RCP 4-5, avec les incertitudes, on est entre 0 et 5 jours de plus par rapport au jour. Bon, c'est l'RCP 4-5. Et donc la carte est probablement la plus ardente d'ADO 2050, et c'est celle-là. Ici, on a essayé de montrer l'évolution du débit d'étillage à l'horizon 2050. Ici, on parle de débit à l'étillage, la période où il y a le faible débit dans l'année. Okay. À l'étillage, on a évalué, on a essayé d'approcher à l'échelle des sous-bassins versants, de combien vont diminuer ces débits. Et vous voyez que, bon, sur certains territoires, on va diminuer entre moins 10 et moins 20%. On peut dire que c'est pas beaucoup. Moins 20%, ça fait quand même déjà... C'est pas neuf, et puis les besoins, ils vont augmenter. Sinon, on est grosso modo sur du moins 20, moins 30, voire sur du moins 30, moins 40. Et ce qui est intéressant dans cette carte-là, c'est de montrer que les territoires les plus impactés sont les territoires de montagne. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez, moi qui travaille beaucoup dans le scénario, mon métier c'est de faire de la concertation. Les gens, on parle, voilà, on est vraiment dans ça. Ceux qui se sentent le moins concernés par le changement climatique, clairement, c'est les acteurs de la montagne. Voilà. Aujourd'hui, pour eux, mais non, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, en montagne, aujourd'hui, ils investissent encore pour refaire des remontées mécaniques à coût de millions d'euros, etc. Pour les mettre un peu plus haut. C'est pas grave, on les met plus haut. Bon, voilà. On est encore dans de la... Pour beaucoup, ils ne sont pas très sensibles. En tout cas, ils se sentent peu concernés. On considère que le changement climatique, ça concerne Cuba, la plaine, où il y a beaucoup d'évaluations, où ils ont besoin de plus d'eau. Moi, je leur dis, à l'avenir, il y aura encore de l'eau en montagne. Ça va le désert. Mais c'est vous qui allez connaître le plus grand écart par rapport à la situation actuelle. C'est ça qu'il faut voir là-dedans. C'est pas que c'est là que ça va être le plus sec. Là, c'est l'écart par rapport à aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle. C'est eux qui vont connaître le plus grand écart. Il y a des territoires qui vont connaître un grand écart par rapport à aujourd'hui encore, mais qui sont déjà habitués aujourd'hui à la crise. Là, je pense par exemple à tous ces territoires du nord du bassin, qui sont aujourd'hui beaucoup moins pluvieux, où il y a des très gros jours en eau. C'est des territoires où chaque été, quasiment, il y a de la gestion de crise. Ils connaissent, ils savent faire, ils sont adaptés. Il faut faire mieux, hein, il y a encore des efforts à faire. Voilà. Il y a des territoires, ils n'ont jamais vu la crise, hein, mais ils vont se la prendre un peu en première. Voilà. Donc voilà un petit peu, dans le scénario qu'on a travaillé, ce qui risque d'arriver. Je le redis, scénario RCP 4.5. Moins 40% de débit. Scénario dépassé. Donc là, on a l'enjeu de mettre à jour un petit peu notre copie et d'essayer de montrer aux acteurs, avec leur scénario du GIEC, en fonction de leur rapport un peu plus actualisé, ce à quoi vraiment on pourrait s'attendre. Les zones où il n'y a pas de... Ouais. En fait, c'est des zones où il n'y a pas de... Pour produire ça, on a utilisé des données, des chroniques de débit. Et il y a des zones où il n'y a pas de débit d'eau mesuré. Par exemple, ici, on est sur l'Adour influencé par la marée. Il n'y a pas de mesure de débit sur l'Adour. Et là, il ne doit pas y en avoir de mesure de débit, notamment c'est l'ADREAL, le service de l'État régional, qui a des stations de mesure de débit et des chroniques plus importantes. Comme ça, il n'y en a pas partout. Donc c'est parce qu'on n'avait pas les données de débit et les chroniques passées qu'on n'a pas pu faire cette évaluation. Donc ça, c'est ADO 2050. Et c'est la copie qu'on leur a montrée. Aux acteurs du bassin régional. Là, je vous montre un travail Explore 2070 qui a été porté au niveau national en 2012 par le ministère de l'Environnement. C'est un travail qui, de la même manière, a essayé d'envisager l'évolution du climat et de l'état de la ressource en eau, là, à l'horizon 2070. C'est un autre travail, c'est des hormones, des données, des modèles, etc., et qui donne d'autres résultats, mais c'est intéressant aussi de vous montrer ces autres résultats-là.
Ici, on ne parle pas de débit d'étiage. On parle de débit moyen annuel. Donc là, on prend sur un cours d'eau qui a une station de mesure de débit, qui mesure à l'année, et on prend la moyenne annuelle, et on montre un débit moyen annuel. Ce n'est pas un débit d'étiage. Ok? Il y a une petite nuance par rapport à ma carte précédente. Et là, on va à l'horizon 2070, pas 2050. Ok? Et là, dans le cadre d'Explore 2070, quand on essaie d'évaluer ce qui va se passer à l'avenir, on va utiliser, c'est de la modélisation, j'y connais rien en modélisation, je ne suis pas modélisatrice, mais je sais juste que pour envisager l'avenir, ils utilisent un modèle et ils croisent des modèles hydrologiques avec des modèles climatiques. Ils ont croisé sur Explore 2070 deux modèles hydrologiques et 7 modèles climatiques. Je crois que c'est 7 modèles hydrologiques et 2 modèles climatiques. Bref, peu importe. Tout ça pour vous dire qu'ils ont fait 14 simulations sur l'ensemble du territoire national de l'avenir. Ok? Plus le triangle est rouge, plus la baisse est importante. Voilà. Donc vous voyez le sud-ouest et les contreforts des Pyrénées, eh bien, on va avoir les baisses les plus marquées au niveau national. Ouais. On n'a pas le même cas dans les Alpes ou dans le Massif central. Alors pourquoi il n'y a pas même pas, je ne sais pas répondre précisément à cette question, mais toujours est-il que les résultats sont plus chez nous que les baisses sont les plus marquées. Je ne saurais pas te dire pourquoi elles sont marquées ailleurs, etc. Il faudrait se replonger dans le rapport. En tout cas, ces simulations voilà, portent à cette conclusion-là que c'est vraiment vers chez nous. Vous voyez, il y a aussi sur le secteur un peu plus région parisienne et nord, au nord de la France, on aura aussi des baisses assez marquées. Et autre chose qui est importante à concevoir dans cette carte, c'est que plus la taille du triangle est grande, plus la sortie des 14 simulations, plus les 14 simulations donnaient des sorties proches. Donc plus le résultat est robuste. Parce que toutes les simulations étaient quand même assez proches les unes des autres. Donc on sait qu'on est robuste, parce qu'il y a des endroits où les 14 simulations donnaient vraiment des très grandes variations. Là, on sait qu'on est en plus hyper robuste, parce que les triangles, chez nous, ils étaient très rouges, et là ils sont très rouges. Donc voilà. C'est pour vous donner un petit peu ces ordres d'idées. Je précise une chose quand même, parce qu'il y a une différence entre climat et météo. Le climat, c'est l'étude du climat sur de très longues périodes et son évolution sur des très longues périodes, passées ou à venir. La météo, c'est autre chose, c'est ce qui se passe à l'événement. Là, on imagine le climat à l'avenir, donc une grande tendance et une grande moyenne. Là, cette version-là, elle nous donne moins 50% à l'horizon 2070. Je précise que Explore 2070 est en train d'être mis à jour, et Explore 2 sort cette année. On tranche eux aussi un scénario climatique plus précis. Donc on donne une grande tendance, mais ce que ne traduit pas ces sorties de modèles, ce que ne traduisent pas ces sorties de modèles, c'est les variabilités intermédiaires. À l'avenir, en 2050, 2070, il y aura toujours des grandes variabilités intermédiaires. Donc il y a des années où on n'aura pas les moins 50, moins 60% de baisse de débit, ce sera mieux, ce sera moins pire. Mais il y a des années où ça pourra aussi être pire. La variabilité interannuelle, elle existera toujours, telle qu'on la connaît. En 2022, on a tous eu très chaud et pas d'eau. Là, cette année, ça va. On ne souffre pas de la chaleur. La variabilité interannuelle, c'est que les gens confondent climat et météo. Donc les gens qui ne croient pas trop vous disent bah, regardez, il pleut. Non, en fait, l'évolution du climat, elle s'évalue sur plusieurs décennies et elle s'envisage sur plusieurs décennies. Voilà. Ok? À ceux qui éventuellement doutent encore, on montre toujours de la donnée rétrospective. Par exemple, là, c'est issu d'une étude du BRGN, Bureau de recherche géologique et minière, qui avait fait un travail sur le secteur bassin des gaves de Pau et d'Oloron. Là, c'est de la chronique de rétrospective de débit des cours d'eau. Okay, donc, comment le QMNA, alors c'est les débits, QMNA, c'est le débit moyen du mois le plus sec. Ça, c'est les détails. Okay, donc, on est sur l'étiage. Okay.
Comment il a évolué entre 67 et 2011? Ici, j'avais montré, parce que je l'ai montré à des acteurs du gaz de Pau, ceux qui se disent qu'il y aura toujours de l'eau chez eux pour toujours. Je raccourcis un peu là. Voilà. Alors, en débit, en baisse de débit d'étiage, on est sur, voilà, ici, proportion de la baisse, entre 67 et 2011, on est sur du 50% de diminution, déjà. Il existe déjà. Ok? Ça c'est pareil, c'est un autre exemple. C'est l'Adour, AR sur l'Adour. Et donc on voit les variations annuelles, mais on voit une diminution, là quand on fait une moyenne sur 5 ans, on observe une diminution globale de ce fameux débit moyen du mois le plus sec. Okay, le mois le plus creux de l'année, le plus bas. Ouais. Vous pensez que la création de la communauté, ça pourrait réduire l'impact de la baisse en stockant l'eau quand il y en a beaucoup et la rejeter durant ces périodes de sécheresse pour avoir une eau stable? Alors, c'est un sujet, un vaste sujet d'actualité. On va en parler un peu par un exemple que je donne après. Est-ce que tu veux bien qu'on garde ta question pour après? Ah oui. Avec l'exemple? On en a un peu parlé tout à l'heure, hein, voilà, la gestion hydraulique et de l'humain sur l'eau, c'est pas nouveau, voilà, ça existe. Et aujourd'hui, est-ce que c'est une solution face à l'avenir? Ma réponse va être prudente, ma réponse va être oui, ça peut, mais pas tout seul. En fait, face à l'avenir, c'est un panel de solutions qui va devoir être mobilisé. Et on ne pourra pas exclure ce type de solution, mais parmi d'autres. Si on peut mettre en place que ça, et se dire qu'avec que ça, on sera OK, clairement, je pense qu'on se trompe. Par contre, si on met en place ça, mais avec tout un tas d'autres solutions, et notamment en premier lieu d'économie d'eau. Pardon, mais aujourd'hui, sur les territoires, dans la Réunion, dans lesquels je vais, que parfois j'anime, les projets politiques qui sont inscrits dans les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, dans les PLU ou dans toute autre planification, il y a des territoires où on va juste leur dire, mais en premier lieu, dans votre projet politique, vous devriez parler de sobriété en fait. Oui, il y a des territoires sur lesquels ça n'existe pas. Dernière diapo avant de passer à mon exemple, je regarde quand même l'heure, donc c'est trop mal. Ici, besoin versus ressources. Okay, on sait déjà qu'on a des territoires sur le bassin de l'Adour où il n'y a aujourd'hui pas trop de difficultés en général. On sait qu'il y a des territoires sur lesquels c'est déjà plus tendu. Et notamment tout ce qui est cette partie du bassin où vous voyez les couleurs, hein, ce qui est en pointillé marron, c'est ce qu'on appelle la zone de répartition des eaux. C'est une zone dans laquelle on sait que les besoins sont structurellement supérieurs aux ressources disponibles. Avec des nuances quand même, on a des territoires qu'on considère encore en équilibre aujourd'hui. On arrive à gérer les choses et à faire que grosso modo, on n'est pas trop mal. Mais on a des territoires où on est en déséquilibre, c'est ce que vous voyez en vert, voire certains où on est en déséquilibre fort, c'est ce que vous voyez en rouge. Donc ça, c'est les territoires où on sait structurellement que voilà, possiblement, vous avez besoin de ressources. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y a rien. Et donc, mon autre illustration à droite, c'est pour vous montrer, ça c'est l'exemple de l'année 2022, et c'est le suivi qui est fait par ce qui est appelé le réseau OND, Observatoire National des débits d'étiage. C'est le service de l'État, l'OFB notamment, qui fait ce suivi-là. C'est des observations. Et il qualifie l'écoulement. Soit il y a un écoulement, soit il y a un écoulement très prévisible, soit c'est ramassé. Et par exemple, en 2022, cette fameuse année qui a été très sèche, vous voyez mai, juin, juillet, août, et vous voyez un petit peu toutes les situations d'assec qui ont eu lieu, notamment en primaire. Ok? C'est pour dire que c'est pas parce qu'on est hors ZRE dans un territoire qu'on ne connaît pas déjà notre problématique qu'il n'y aura jamais de problème. Alors là, je voulais dresser un peu ce bilan général et cet avenir, etc. Comment s'adapter? Alors là, je vous donne un exemple assez concret qu'on a porté sur le bassin du Midour. Alors le Midour, c'est le bassin que vous le voyez très bien sur la carte, et je n'ai pas de souris.
Mais bon. Est-ce que vous voyez un petit sous-bassin en vert? Oui. Voilà, mais vous ne le voyez pas trop mal. Sur ce territoire-là, en fait aujourd'hui on porte 3 démarches pour aller vers le retour par l'équilibre quantitatif, essayer de mieux mettre en adéquation besoins et ressources dans une vision d'avenir et de changement. Et donc sur 3 territoires que vous voyez apparaître ici, Adour-Amont, Midour et 12, on porte des réflexions, encore une fois concertées, collectives, pour aller vers ce retour à l'équilibre. Le bassin du Midour, c'est le bassin sur lequel on a avancé le plus vite, c'est le bassin sur lequel aujourd'hui il y a le plus de difficultés. Voilà. Chaque année, on a une partie de ce bassin où vraiment il y a des problématiques, on passe en gestion de crise, il y a des restrictions. Donc les acteurs les plus près à avancer, et c'est ce territoire sur lequel on a mis en place un programme d'action pour aller vers un retour à l'équilibre. Et donc je vais vous illustrer, je vais essayer de vous montrer que finalement le programme d'action pour un retour à l'équilibre, ce n'est pas une solution, c'est un panel de solutions. Alors peut-être que ça va être assez technique parfois, si c'est pas clair, vous m'interrompez. Là c'est une petite photographie de ce bassin versant. On est sur alors un bassin versant très rural, très peu d'habitants quand même sur ce secteur. Voilà. On est sur les secteurs, alors tout à l'avant c'est Mont-de-Marsan et quand on remonte vous avez Nogaro, etc. Je pense que vous connaissez un peu par là. Vous êtes sur le secteur des coteaux de l'Armagnac, sur l'amont, et quand on redescend, on repart un petit peu plus vers le côté sableux landais. Voilà. Secteur très agricole, pas mal de vignes en haut, de cultures en bas, donc des cours d'eau en état très dégradé quand même, vous voyez. L'usage là, des CE n'est pas très. Donc des pays très dégradés, des problèmes difficiles, des zones humides très dégradées. Bon, vous voyez, je ne vous fais pas de tableau, vous voyez un petit peu le genre de territoire sur lequel on est. Une pluviométrie qui est assez faible. Et c'est sur ce territoire qu'on a pas mal de réservoirs de soutien d'outillage déjà existants, qui ont été construits dans les années 70, 80, 90. On a beaucoup d'agriculture sur ce territoire-là. On avait fait un état des lieux de la situation agricole. Vous voyez un petit peu les données, là, je ne peux pas passer en revue, je ne sais pas que vous ayez tout ça exactement. Mais voilà, un peu plus de 800 exploitations en 2010. Un petit peu de bio, mais pas beaucoup, hein. C'est pas très développé. On est plutôt sur de la viticulture en amont avec l'Armagnac, et puis plutôt des grandes cultures, pas mal de polyculture élevage aussi. On a pas mal de maïs, on a beaucoup d'irrigation. Ok. Sur ce territoire-là, en 2019, on a mené ce qu'on appelle un bilan besoins-ressources. C'est vraiment une étude où, à une échelle très fine, plus fine que ce que je vous ai montré jusqu'alors, on essaie d'aller vraiment évaluer les besoins en eau de tous les usages, du milieu, etc. Et la ressource disponible. Et donc on a mené cette étude bilan besoins ressources en 2019 qui nous a conduit à comprendre qu'à l'horizon 2050, si on vise d'avoir ici à l'aval de Mont-de-Marsan un débit à l'étillage de 1 m3/s, eh bien, on aura un déficit en cours d'eau, CE, ça veut dire cours d'eau, en 2050, de l'ordre de 5,5 millions de mètres cubes. Donc, voilà, on sait qu'en visant ce débit-là à l'aval, pourquoi 1 m3/s ici? Parce que c'est le débit de salubrité du rejet d'une des steppes de Mont-de-Marsan. Ok? Il y a une steppe qui rejette et il faut ce débit-là pour que le rejet soit correctement dit. Donc pour maintenir ce débit à l'aval en fonction de l'ensemble des besoins qu'on a et dans la situation tendancielle où on se dit qu'on va aller vers ces évolutions climatiques, on sait qu'on va vers cet ordre de grandeur de déficit, de volume déficitaire dans le bilan global du besoin de ressources. Donc on aura 5,5 millions de mètres cubes de besoins supplémentaires par rapport à la disponibilité de la ressource. C'est OK ? À partir de là, on a fait travailler les acteurs locaux, donc tous usagers, eau potable, agri, un peu d'industrie, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu, les collectivités qui gèrent les steppes, les besoins du milieu évidemment qui sont pris en compte, les associations locales, etc. Et tout le monde en concertation. Et on a fait un gros travail pour imaginer un programme d'action.
pour imaginer un programme d'action pour résoudre ce déficit. Alors si, en 2000, il y a 20 ans, 25 ans, la question de comment résoudre le déficit, elle passait uniquement par la réflexion, ben on va faire des ouvrages, clairement, là, la donne a changé. La donne a clairement changé et aujourd'hui on dit on va voir toutes les actions qu'il faut mettre en place, d'économie d'eau, d'évolution des pratiques, etc., avant d'en arriver éventuellement à la création d'ouvrages. Alors là c'est petit, mais c'est pas que vous lisiez tout encore une fois, mais il y a eu 3 grands sujets sur lesquels les acteurs ont planché pour essayer d'imaginer quelles actions mettre en place. Un gros volet ici, pardon, à droite, économie d'eau. On sait qu'il y a énormément d'irrigation, c'est des gros volumes prélevés. Et là, on s'est dit, bon, ben, il faut irriguer autrement et il faut économiser vraiment de l'eau. Aujourd'hui, il y a des techniques d'irrigation qui économisent beaucoup mieux l'eau que d'autres. Donc, quel type d'action, vous, acteurs, êtes prêts à mettre en place pour essayer d'économiser au maximum d'eau? Ils ont évalué, alors les types d'actions, c'est des équipements de type brise-jet, pivot, abonnement station météo, des trucs tout bêtes, mais que l'agriculteur soit connecté plus à savoir est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce que je déclenche ou pas mon irrigation, on peut beaucoup optimiser. Et c'est aussi, ça peut aller jusqu'à la mise en place de goutte à goutte, de choses comme ça. Toutes ces actions-là qui permettent d'économiser de l'eau. Et en se disant, en mettant en place ces actions, vous avez imaginé sur quelle surface serait en capacité de le mettre en place. Ce ne sera pas du partout en bien final, là c'est pas simple pour parler. Mais ils ont dit, bon, raisonnablement, imaginez qu'on va le mettre en place sous forme de surface, etc. Les bureaux d'études qui ont travaillé avec nous dans les ressources ont dimensionné, ben, du coup, si vous mettez ces actions en place sur telle surface, vous allez pouvoir économiser tant de millions de mètres cubes. Même chose avec des évolutions de pratique cette fois-ci. Là, on est sur des évolutions de pratique de type mise en place de couverture végétale, interculture, semi-direct sous couvert végétal, mise en place de haies, travail simplifié du sol. Toutes ces pratiques-là, ce sont des pratiques qui ont un objectif, c'est de moins travailler le sol et surtout apporter de la matière organique dans le sol. Plus un sol est riche en matière organique, plus il va pouvoir contenir de l'eau. Donc le but, c'est plus on a de l'eau dans le sol, plus on peut diminuer le recours à l'irrigation aussi. Donc pareil, tout ce volet évolution, changement des pratiques, les acteurs, qu'est-ce que vous êtes prêts à mettre en place, sur quelle surface, etc. En fonction de ce qu'ils nous ont dit, on a dimensionné un volume d'économie d'eau possible. Ok. Un autre gros sujet qui est assez nouveau et qui a été travaillé, c'est sur l'assainissement. Aujourd'hui, on a un réseau de STEP qui nous embête. Il est assez chargé pour le milieu qui a des faibles capacités d'exécution. Du coup, on a envisagé des solutions de réutilisation des eaux usées traitées. La faisabilité. Et notamment sur 3 steps, mais actuellement c'est mis en place, c'est en train de se mettre en place sur la step de Mont-Marsan. Donc là, ça consiste en quoi la réhute? La réhute, c'est je supprime le rejet pour stocker cette eau dans des bassins. On va créer des bassins, 4 digues, une bâche, et stocker cette eau-là à la vie. Ça permet de supprimer le rejet. Mais surtout, cette eau, avec un traitement adapté, on va se stocker. Et bien, du coup, on va l'utiliser l'été pour de l'irrigation agricole. Et on ne va pas l'utiliser pour de l'irrigation agricole en plus de ce qu'ils utilisent déjà, mais en substitution de prélèvements qu'ils font dans les cours d'eau. Donc ils vont arrêter de prélever dans le cours d'eau et bénéficier de cette eau. Donc là, non seulement on supprime un rejet de steppe dans le milieu, mais en plus, on supprime des prélèvements dans le milieu. Donc là, on a une amélioration quantité et qualité dans le milieu. Et on a des agriculteurs qui, eux, se voient garantis une eau. Parce que pour le coup, la steppe, le gestionnaire de steppe, il sait exactement combien d'habitants, combien de volume d'eau et combien on va pouvoir stocker. Donc là, l'agriculteur, il est même plus contraint par les conditions du milieu et la saison du tillage. Il sait qu'il a un volume et ce volume, il est garanti. Donc là, c'est vraiment une solution de l'environnement. Et donc, il est envisagé de le déployer, éventuellement sur 3 steps. En tout cas, sur la step de Mont-Marsan, c'est en train de se mettre en place. Donc, pour chacune de ces 3 catégories des grands types d'actions, ont été évalués les volumes d'eau qu'on pourra avoir économisés quand elles seront mises en place.
Et à partir de là, alors j'ai un petit bug donc ne vous attachez pas aux valeurs absolues parce que je pense qu'il y a une erreur de calcul quelque part, mais je ne l'ai pas retrouvé directement. Peu importe, le déficit en tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que de notre déficit de 5,5 millions de mètres cubes en 2050, sans aucune action, là on sait qu'on va faire des économies d'eau, et donc on est en capacité de dire il restera encore ce déficit en cours d'eau. Parce que malgré la mise en place de toutes ces actions, on n'a pas évalué qu'on allait pouvoir combler tout ce déficit. Okay, donc là, on sait qu'il nous restera grosso modo 2,5 millions de mètres cubes en moyenne. Et c'est ce volume de déficit résiduel qu'on va aller combler en solution structurante et en mobilisant des ressources complémentaires, donc en réserve. D'accord ? Et là, on a évalué, alors là, je vous passe les détails, c'est vraiment, il y a des rapports d'études, hein. Si un jour vous êtes curieux, vous allez aller voir, c'est sur notre site internet, vous trouvez tous les rapports d'études, c'est hyper technique, et c'est très intéressant en même temps. Donc, on part de tout notre panel d'action, économie d'eau, changement de pratique, REUT, et ensuite on travaille sur du réservoir de soutien des tiers. Donc ça se travaille par deux choses, on a déjà de l'existant, qu'il faut conforter. Aujourd'hui, on a de l'existant qui ne se remplit pas chaque année. D'où la question, est-ce qu'on en fait vraiment des nouveaux? Si déjà ce qu'on a, on les remplit. Donc on va aller, ce qui est appelé conforter l'existant. Conforter l'existant, ça veut dire, aujourd'hui, c'est des ouvrages qui se remplissent naturellement, par le ruissellement, et voilà, il y en a certains qui sont en minéraux, parce qu'à l'époque, la réglementation était faite. Eh bien, ces ouvrages-là, on va s'assurer de les remplir entièrement par des pompages hivernaux. Donc, sur des rivières qui sont pas loin de ces ouvrages-là. En hiver, lorsque la ressource est disponible, on va pomper pour les remplir. Pour s'assurer qu'au moins ce qui existe soit plein avant de démarrer la saison d'étiage. Okay, et on sait qu'en confortant l'existant, on va gagner 2,1 millions de mètres cubes à nouveau. Mais on a toujours un petit résiduel de déficit, et ça on va aller le combler par de la création. Et en l'occurrence de la création, là ça va être surtout deux réservoirs existants qui sont sur la montée du bassin. On va rehausser, on a déjà des réservoirs, des digues existantes, qui ont un certain volume, et on va rehausser ces digues pour gagner un peu plus de volume dans le bassin. Et il y aura probablement, ça c'est pas encore défini de où, quel volume et combien, mais il pourrait y avoir quelques retenues complémentaires à créer. Pourquoi? Parce que quand on crée un réservoir structurant, ou là qu'on le rehausse, ça va alimenter un cours principal. Après, il y a pas mal d'agris qui sont sur des secteurs annexes et qui ne bénéficieront pas de ces réalimentations. Donc on pourrait créer quelques retenues déconnectées pour combler le déficit résiduel. Et je le redis, et je ne cesserai de le redire, ce sont des ouvrages qui sont des ouvrages dont le dimensionnement est évalué à une échelle globale, avec une prévision prospective, de manière très concertée, et dans un panel d'actions multiples. Et ce sont des ouvrages qui sont en maîtrise d'ouvrage publique et qui vont être utilisés et gérés dans un principe multi-usage et en maintenant les débits nécessaires au milieu. On n'est pas sur le même concept quand on parle de retenue individuelle. Où là, la retenue individuelle, c'est un agriculteur qui se fait sa retenue, mais qui va se la gérer pour lui, qui va s'assurer son stock d'eau, qui se le remplit, en espérant qu'il soit rempli en illimité, et qui l'utilise absolument comme il veut, sans avoir à satisfaire d'autres usages ou un débit dans le milieu. Donc on est quand même dans cette nuance entre dans l'univers des retenues, de ce qui est appelé aujourd'hui parfois bassine, etc., etc. Il y a du privé, de l'individuel, il y a du collectif mais qui reste privé, et il y a du public, et voilà. Donc il faut quand même prendre le temps de comprendre un petit peu dessus. Vous appelez retenues déconnectées. Alors déconnectées, ça veut dire qu'elles ne sont pas sur un cours d'eau. Et elles ne captent pas un ruissellement de bassin versant. Aujourd'hui, ça devient franchement
interdit de créer des retenues en cours d'eau s'il est clair, et en plus qui captent les ruissellements de bassin versant. Donc déconnectées, c'est des retenues, ces 4 digues, et elles sont censées être remplies par des pompages en hiver dans les lieux annexes, dans les rivières, au moment où les rivières ne manquent pas l'eau au long du débit. C'est pour ça qu'elles s'appellent déconnectées. Du coup, pour la qualité de l'eau, c'est bénéfique, quoi. C'est une planète. Alors en tout cas, ça permet de prélever l'eau dans le milieu quand elle est disponible. Voilà. Ouais. Il faut savoir, est-ce que les recherches, comme les projets comme Adore de l'excellence de 2070, elles ont un véritable impact sur les acteurs et sur les solutions qui sont proposées? Ah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que on a dit ça, on a fait tout ça, on a prévu un programme d'action, et on a rien des actions, on est là, il y a une nuance. Et alors moi j'ai l'habitude de dire, quand je le présente un peu plus en détail à Adore 2050, Adore 2050 c'est pas réglementaire. Donc en fait tout le monde est hyper d'accord sur tout, quoi. Quand on a choisi l'avenir le plus souhaitable pour le bassin de la Dour, tout le monde a choisi unanimement l'avenir le plus beau, ambitieux, avec tout le monde qui s'investit, la politique publique, la puissance publique investie, les services de l'État qui sont là, et tout va bien se passer, ça sera millionnaire. Ouais, sauf que c'est pas réglementaire. Et que donc après, quand on a fini, quand c'est dit tout ça, et qu'on a un rapport qui fixe un programme d'action, il faut les mettre en place. Donc là, c'est très compliqué. Et là, on est confronté à des territoires comme ici, où ils connaissent déjà chaque été des tensions, voire des crises, et où ils ont déjà besoin qu'on avance. Et donc en fait, on arrive à mettre en place des choses, c'est ce que je vous ai montré là, et d'ailleurs je vais vous montrer où on en est. Et on a des territoires où ils ne se sentent pas encore concernés, et donc on va continuer la sensibilisation et leur expliquer que oui, chez eux, ils vont être concernés, plus qu'ils ne l'imaginent, et qu'ils ne pourront pas fonctionner comme aujourd'hui, en 2050 ou en 2070. Et là, on a du mal, parfois. Donc, en fait, le travail derrière d'animation, de concertation, de conviction, d'explication, il est très long. Et juste pour finir, donc vous avez compris là, l'ensemble du panel d'action, j'insiste beaucoup et on insiste beaucoup aujourd'hui sur ça. Pour répondre encore un peu à ta question, aujourd'hui, on a une certaine partie de la profession agricole, bien qu'elle ait travaillé à l'établissement de ce programme d'action très varié et toutes complémentaires, économie d'eau, changement de pratique et renforcement de la ressource, il y a une partie de la profession agricole qui n'attend que le renforcement de la ressource et qu'on a du mal à mobiliser sur les autres types d'actions. Donc on est en train de travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, on en est où? J'ai 2 diapos. Après, j'ai fini. Aujourd'hui, on a recruté un animateur agricole chez nous. On a une personne, c'est un animateur agricole, dont la mission, c'est d'aller animer auprès de tous les agriculteurs de ce bassin versant pour aller, on y va, on met en route, on essaie de faire un peu d'évaluation, qui veut, qui ne fait pas, etc. C'est le travail de l'engagement. On a le projet de réutilisation de l'eau usée à Mont-Vincent qui est bien avancé, je vous l'ai dit. On a engagé, nous, des études d'avant-projet pour les projets à partir renforcement de la ressource, parce que c'est sur des ouvrages qui nous concernent, qui nous appartiennent. Donc, je vous le dis aussi, et on va aussi mettre en place ces projets-là. Ça prend quelques années. Vous avez entendu parler d'actu, le contexte n'est pas évident, c'est des projets très controversés. Donc on avance pas à pas, de manière toujours très concertée, et ça va prendre quelques années quand même, si on arrive à faire ressortir ces projets. Et à côté de ça, on essaie de faire aussi des autres actions. Par exemple, dans les actions... dans les actions amélioration des pratiques, milieu, etc., sont prévues de la préservation de l'écosystème, des plantations de haies, patati patata, mais aussi la préservation des zones humides. Zones humides, comme étant, eux aussi possiblement des stocks d'eau. Qu'est-ce que c'est les zones humides? Ça stocke de l'eau, pas de l'eau, ça en restitue, voilà. Bon. Donc aujourd'hui, par exemple, on a engagé un projet pour restaurer les zones humides sous bassin versant. Donc là, vous voyez la carte ici, c'est la carte de la connaissance qu'on a des zones humides. Alors là, le territoire, c'est pas que le Midour, c'est toute la Midouze. C'est toujours le bassin versant. Le Midour, c'est juste la partie sud, on va dire, là.
On connaît les surfaces de zones humides, mais aujourd'hui ces zones humides elles sont parfois dégradées, elles n'ont pas des fonctionnalités elles n'expriment pas leur fonctionnalité, on va dire, elles ne fonctionnent pas bien, elles sont dégradées. Et donc on a mis en place un projet de restauration des zones humides. Pas à pas, hein. On ne peut pas restaurer partout et chez tout le monde. Mais déjà, vous voyez, on a un projet en 4 volets avec plusieurs partenaires, dont les syndicats de rivière. On a 2 syndicats de rivière, la DASEA qui est une association de développement agricole, mais qui travaille beaucoup sur la question de la préservation des zones humides. Et avec ces 3 partenaires et nous, on a mis en place ce projet, financé par l'Agence de l'eau et par le GIGIA, pour essayer d'aller mieux restaurer et gérer les milieux humides, valoriser leur fonction écologique, dans un sens où elles peuvent aussi servir à l'exploitation agricole. Parce que bien souvent, quand c'est la sécheresse, le dernier endroit où il reste un peu de fourrage pour les bêtes, un peu de foin à les paître, etc., c'est dans les zones qui étaient les plus humides. Donc en fait, ces zones-là, dans les moments les plus secs, elles sont utiles aussi. Donc voilà, ici des syndicats qui vont travailler sur de la restauration de zones humides dans des contextes où il y a beaucoup d'érosion de sol. Donc aussi l'érosion de sol d'un point de vue agronomique, c'est quand même très préjudiciable pour la qualité des sols et et ici on est sur la restauration d'une prairie humide à proximité d'un cours d'eau. On met en place ces dynamiques. C'est du travail de longue haleine derrière. C'est vraiment du travail d'animation, d'aller chercher la possibilité de faire des projets, de les financer. Il faut aller chercher les acteurs locaux. Mais vous voyez qu'on essaie de déployer, comme on peut et avec l'exemple, l'ensemble des solutions qui sont censées être mises en place. Voilà. Et il est 12h32. Pas mal. Bravo.